L'horreur séduit. Elle séduit par ce qu'elle apporte, par ce qu'elle procure, par ce qu'elle réveille dans les tréfonds de notre imagination. Notre plus grand ennemi, lors de lecture ou de visionnage d'épouvante, demeure la lumière du jour. Elle brise cette atmosphère si précieuse qui nous permet de nous immerger dans les atrocités que délivrent les auteurs. Pourtant, me voilà, un matin de l'été 2020, à lire la nouvelle d'un maître de l'horreur. Alors que les mots s'écoulent sous mes yeux, dans la chaleur estivale, mes poils se hérissent sous la peur. La chair de poule en plein jour. Voilà une grande première. En 1931, dans une note autobiographique un peu amère, conscient de l'importance de son travail, mais qu'aucun de ses récits n'a été repris en volume, Howard Phillips Lovecraft dit qu'il y a 2 histoires seulement qu'il est sûr d'avoir réussi. Celle dont il est le plus fier, c'est celle-ci, The Color Out of Space. En cela, je ne peux que m'accorder avec l'écrivain de Providence. C'est elle, cette sombre et maligne nouvelle, qui est parvenue à m'arracher des frissons sous le limbe rassurant du soleil. Comment Lovecraft s'y est-il pris pour atteindre une telle efficacité ? De quoi s'inspire-t-il pour cela et quel message cherche-t-il à transmettre ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir au travers de cette émission. Aussi, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans Métaphore-moi ça. La couleur tombée du ciel, ou The Color Out of Space en langue originale, est une nouvelle fantastique et horrifique empruntant largement au genre de la science-fiction. Elle est écrite par H.P. Lovecraft en 1927 et paraît dans Amazing Stories la même année. Dépeint comme le plus grand artisan du récit classique d'horreur du XXe siècle selon Stephen King, Lovecraft est considéré comme l'un des pères du genre fantastique moderne. L'aura mystique enveloppant l'homme traverse les âges et ne fait que s'amplifier. Connu comme l'écrivain de l'indicible ou encore le reclus de Providence, que François Bon, l'un de ses traducteurs, s'efforce à réfuter, Lovecraft nourrit ses créations artistiques de ses propres peurs. Racisme, progrès, déclin et place de la civilisation dans le cosmos en sont des exemples évocateurs. Qu'en est-il de la couleur tombée du ciel ? Laissons-nous emporter par cet univers effroyable et impitoyable pour le découvrir. La couleur tombée du ciel prend la forme d'un témoignage. Contrairement à d'autres récits de l'écrivain, qui font témoigner les victimes de l'incident, cette nouvelle relate les événements au travers d'un intermédiaire. Nous suivons donc le narrateur, un hydrologue venu à Arkham afin d'étudier un projet de réservoir, qui va écouter l'histoire qu'a vécue Amy Pierce, un habitant du coin. Ce dernier lui narre alors l'histoire ayant eu lieu dans les années 1880 de son voisin, Nahum Gardner, et de la famille de ce dernier. Détenteur d'un terrain rural et d'une ferme, Nahum voit un jour s'écraser dans son jardin un mystérieux météore. Dès lors, d'horribles événements s'enchaînent, comme l'apparition d'une couleur en dehors du spectre connu et visible par l'œil humain, la mutation de la faune et de la flore, ainsi que la lente et douloureuse décrépitude de la famille Gardner et de sa santé mentale. Malgré l'intervention des forces de la police et des scientifiques, le phénomène n'est pas arrêté, ni même freiné. L'histoire s'achève dans une apothéose morbide et fascinante, avec la mort des Gardner qui, manipulés par l'entité venue du cosmos, se voient bien incapables de quitter le lieu. Avec eux, sombre l'endroit, prenant dès lors dans la bouche des habitants le nom de Lande foudroyée. Amy Pierce se dit finalement heureux en apprenant le projet de barrage, puisque ces terres maudites seront submergées et oubliées. Mais alors que nous croyons, nous lecteurs, émergés de cet étouffant récit de 60 pages sans aucune coupure, l'ultime paragraphe délivré par Lovecraft nous noie définitivement. Je serai heureux de voir l'eau monter. Quand l'équipe de barrage sera sur place, je devrai prévenir le chef de chantier de veiller sérieusement sur Amy. Je détesterai penser à lui alors que la monstruosité grise, difforme, cassante, continue de plus en plus à troubler mon sommeil. Non, même si notre narrateur nous affirme être revenu à Boston au début du récit,
Il retournera dans ces landes envoûtantes et ne les quittera plus jamais. Il en est le prisonnier, tout comme nous le sommes de l'horreur Lovecraftienne. Alors, l'ouvrage se referme sur lui-même, nous abandonnant avec nos troubles et nos angoisses. Dans la notice lisible en fin de nouvelle et écrite par François Bon, qui maîtrise son sujet sur le bout des doigts, le traducteur nous précise que Lovecraft travaille sur 2 éléments bien précis dans l'optique de façonner l'horreur. D'abord, il ancre l'épouvante et l'irréel de son histoire dans un paysage familier, celui de l'enfance, composé de ces vertes prairies, de ces lieux idylliques et coupés des dangers du monde moderne. Ici, nous découvrons la coquette et blanche maison de Nahum Gardner, entourée de ses potagers fertiles et de ses arbres fruitiers. Ensuite, Lovecraft emploie comme narrateur un scientifique qui va rendre les éléments contés objectifs, tangibles, loin d'être les chimères d'un quelconque badaud. En l'occurrence, comme nous l'avons déjà vu, nous suivons un jeune hydrologue. Et, je cite François Bon, tout ce récit ne peut qu'être vrai, puisque raconté par un jeune ingénieur hydrographe. En revanche, l'on peut noter une certaine différence avec des récits rapportés par des scientifiques, comme c'est le cas des Montagnes hallucinées, ou dans l'Abîme du temps par exemple. Ici, notre personnage scientifique ne subit pas l'action directement, il ne fait que nous rapporter ce qu'un paysan du coin a lui-même vécu. Ce biais ajoute une certaine ambiguïté quant à la véracité des événements. Une véracité qui se voit toutefois entérinée à la fin du récit par le narrateur. Cela m'étonnerait grandement qu'Amy m'ait menti consciemment, et je ne pense pas que cette histoire soit cette lubie ou folie dont les gens de la ville m'avaient prévenu. Quelque chose de terrible s'est produit dans les vallées et les collines à cause de ce météore. Lorsque les professeurs de l'université de Miskatonic gagnent la ferme de Nahum pour observer et analyser le météore, le schéma s'apparente à ce qu'évoque Bon. Lovecraft manipule l'expertise et le savoir de ces scientifiques pour inspirer une peur palpable et concrète dans le cœur du lecteur. De leur méconnaissance et de leur impuissance naît notre effroi. Car qui de mieux que des spécialistes dans le domaine pourrait nous offrir des explications quant à ce que vivent ces pauvres personnes? Privés de tout espoir de compréhension, les personnages de la nouvelle, que ce soit Amy, Nahum ou l'hydrologue, s'abandonnent à la fatalité. Comme le souligne Michel Houellebecq dans son essai H.P. Lovecraft contre le monde, contre la vie, assaillis par des perceptions abominables, les personnages de Lovecraft se comportent en observateurs muets, immobiles, totalement impuissants, paralysés. Ils aimeraient s'enfuir, sombrer dans la torpeur d'un évanouissement miséricordieux. Rien à faire, ils resteront cloués sur place, cependant qu'autour d'eux le cauchemar s'organise, que les perceptions visuelles, auditives, olfactives, tactiles se multiplient et se déploient en un crescendo hideux. Sur ce dernier point, impossible de contredire l'auteur. Lovecraft s'empare de chacun de nos sens pour élaborer une atmosphère pesante et poisseuse. Et si la couleur tombée du ciel est décrite comme inaccessible pour l'œil humain, les conséquences de son apparition sur le paysage sont toutes dépeintes avec minutie. Les animaux se déforment, les plantes grossissent d'une manière grotesque, les fruits et les légumes dont le goût s'est avili exhalent des odeurs pestilentielles. Tout, absolument tout, se voit impacté par l'étrange météore. Ces descriptions sont de l'ordre de la sensation, c'est-à-dire des impressions perçues par les sens. Ne se restreignant pas à cela, Lovecraft répand ses atrocités jusque dans les sentiments, décrivant l'horreur par l'émotion. Ainsi, l'on peut lire « Au crépuscule, redoutant d'avoir à retraverser cet endroit de mauvais augure, je fis le détour pour revenir à la ville par la boucle de la route contournant par le sud. Davantage de précision par les sens s'avérerait ici inutile. Notre personnage redoute, alors nous redoutons. » Le style d'écriture de Lovecraft est régulièrement dépeint comme usant à foison du non-dit, de l'indicible, de l'indescriptible,
pour évoquer les horreurs cosmiques qui jonchent ces récits. Parmi ceux qui le caricaturent, l'on lit par exemple « C'est trop horrible pour que je vous le raconte ». Cependant, cela serait omettre tout un pan de l'écriture minutieuse de l'écrivain de Providence. Sa véritable force va être de confronter des passages emphatiques, accumulant des verbes, des adjectifs et des précisions chirurgicales sur ce qu'il nous décrit, avec des passages ne faisant qu'évoquer l'irréalité de ce dont ces narrateurs sont témoins. Cette dualité d'écriture permet d'installer le lecteur dans une position de confort, dans un lieu précis, dans une situation singulière, avant d'ouvrir des portes sur sa propre imagination. La couleur tombée du ciel suit méticuleusement ce schéma. Et pour ne pas rester dans la suggestion, en voilà des exemples concrets. Quand il eut disparu, sans même un résidu derrière lui, à ce moment les savants furent pratiquement sûrs qu'ils avaient vu de leurs propres yeux un vestige énigmatique des abysses sans fond du dehors, un message âpre et isolé des autres univers et des autres royaumes de matière, de force et d'entité. Ici, il est question d'un échantillon du météore qu'ont récolté les professeurs. Ainsi, opposer cette énumération d'éléments inconnus ou lointains avec le mot « savant » crée un sentiment de vertige immédiat. Les arbres grossissaient trop épaissement et leurs troncs étaient trop larges par rapport à nos bois ordinaires de la Nouvelle-Angleterre. Il y avait trop de silence dans les minces allées qui les séparaient et le sol était trop mou. Dans cette phrase, le narrateur accumule 4 trop, ce qui ajoute un malaise certain quant à la description qu'il nous livre. Et partout autour régnait cette débauche de luminosité amorphe, cet arc-en-ciel de poison secret, étranger et sans dimension venant du puits, bouillonnant, flairant, lapant, attrapant, scintillant, forçant et boursouflant malignement dans son chromatisme cosmique inconnaissable. Il s'agit là d'une des dernières visions du lieu qu'ont les personnes qui fuient la maison. À cet instant, le phénomène engendré par la couleur tombée du ciel a atteint son apogée. Et, par cette enfilade de participes présents, Lovecraft cherche à nous faire sentir la majesté immonde de l'entité. À ces élans emphatiques, comme je le soulignais précédemment, se confrontent l'indescriptible et le non-dit. Les mots ici ne peuvent convenir. La mort s'était produite d'une façon qui ne pouvait être racontée. La seule présence de quelqu'un dans la maison était le souffle de contrées innommées et innommables. La couleur, qui ressemblait à quelques-unes des bandes de l'étrange spectre de météorites, était quasi impossible à décrire. Dans cette dernière phrase, si le narrateur se retrouve démuni pour nous montrer concrètement à quoi ressemble cette couleur venue d'ailleurs, il nous le fait ressentir par une indigence de mots, ici avec l'adjectif impossible. Lovecraft se sert donc régulièrement de ce procédé qui ne fonctionne et ne crée le malaise ou la crainte chez le lecteur que s'il est accompagné de descriptions extrêmement précises à d'autres endroits du texte. Et, encore une fois, Lovecraft assaille la plupart de nos sens, tout en ne délivrant aucune précision. Alors vint du pauvre héros entravé un bruit que nul homme jusqu'ici ni depuis n'avait jamais entendu d'un cheval. Dans la phrase précédente, c'est Louis qui se veut la cible de l'écrivain. Parfois encore, Lovecraft laisse d'autres artistes prendre la parole. En cela, nous pourrions voir une volonté de donner une image précise de certains lieux ou certaines scènes. Mais je pense qu'il faut considérer cette façon de faire comme une extension de cet indicible propre à l'écrivain. Là où les mots ne pourraient convenir, Lovecraft délaisse sa plume au profit de peintres et de leurs œuvres. L'on peut relever le nom du peintre Salvatore Rosa et de ses bois lugubres, ou encore de Henri Fuseli, qui peint le cauchemar comme un spectre envoûtant. Mais là où brille particulièrement Lovecraft, c'est lorsqu'il mélange tout ce que nous avons vu dans une phrase ou un paragraphe seulement. Je cite ici le passage le plus maîtrisé de toute la nouvelle selon moi, qui juxtapose emphase et indicible dans un objectif macabre.
Cet extrait a lieu lorsqu'en fin d'histoire, Amy Pierce va dans le grenier de Nahum. Il y découvre une forme affreuse dans le coin de la pièce qui s'avère être la femme de Nahum. Ce dernier l'avait enfermée ici car elle était devenue folle et effrayait les enfants. Mais la plus terrible chose concernant cette horreur, c'est que très lentement, mais de façon perceptible, elle bougeait, comme si elle continuait de ramper. Amy ne voulut me donner aucun renseignement complémentaire sur cette scène, mais la forme dans le coin ne réapparut pas dans son récit comme un objet animé. Il y a des choses qui ne peuvent être mentionnées, et ce qui est accompli par humanité commune est parfois cruellement jugé par la loi. Les formulations sont complexes, les déclarations sont vagues. Selon vous, qu'entend Lovecraft au travers de ces quelques lignes ? Pour moi, désirant mettre un terme à ces supplices, Amy Pierce a tué la femme. Pourquoi ne l'a-t-il pas écrite ainsi alors ? Eh bien, pour rendre l'acte d'autant plus horrible dans nos pensées. Car entre ces phrases belles et bien écrites, l'auteur ne fait que suggérer. C'est en usant de notre matière grise, en allant chercher en notre fort intérieur, que seulement nous parvenons à délier les paroles absconses de Lovecraft. Et alors, démunis, nous tremblons face à l'atrocité de la scène, mais également devant la maestria de l'écrivain. Au-delà de la construction de ces phrases, Lovecraft maîtrise celle de son texte dans sa globalité, afin de nous installer dans un climat de crainte et d'appréhension. Une structure simple de récit nous amène d'un point A à un point B. Concernant la couleur tombée du ciel, Lovecraft décide de placer le point B au commencement du récit, puis de nous faire glisser lentement vers le point A, avant de compter l'évolution entre ces deux temps. En plaçant les conséquences du récit qui sont désastreuses au tout début du récit, nous sommes, nous lecteurs, incités, presque contraints d'imaginer ce qui a pu se passer pour en arriver là. Par ce simple procédé, Lovecraft échauffe notre imagination pour mieux nous faire subir son cauchemar éveillé. En outre, là où la plupart des auteurs ou scénaristes auraient stoppé leur récit au moment où la famille dans son entièreté a rejoint le monde des morts, tandis que la police arrive sur les lieux, Lovecraft ne nous laisse pas respirer, nous narrant l'immonde investigation qui est effectuée par les policiers ainsi que ce qu'ils y découvrent. Et ce n'est pas d'une partie infime du récit dont nous parlons, puisque le dernier tiers entier de la nouvelle est consacré à cette découverte des corps. Ce parti pris ne fait qu'accentuer l'une des caractéristiques de la nouvelle et de la plupart des écrits de l'écrivain. L'épouvante de Lovecraft est rigoureusement matérielle. Rien de psychologique, d'infondé ou de fantasmé. Tout est bien là. Concernant la couleur tombée du ciel, l'auteur concrétise cette volonté en basant nombre d'aspects du météore mystérieux présent dans la nouvelle sur des données scientifiques réelles et des hypothèses de l'époque. Sur ce sujet, je ne suis pas à même de vous faire une liste exhaustive. Cependant, je vous renvoie vers une autre vidéo YouTube en anglais d'un certain Mark Lackniett. L'auteur de la vidéo s'est amusé à lire des magazines scientifiques parus juste avant puis pendant l'écriture de la nouvelle par Lovecraft. Étant un passionné des sciences, l'écrivain a forcément parcouru leurs pages, songe Mark. Et le nombre d'anecdotes qu'il y décèle est étonnant. L'on y apprend par exemple, dans un article paru en 1927, juste avant l'écriture de la nouvelle, qu'une comète est passée très proche de la Terre. Certes, les météores et les comètes ne sont pas identiques, mais le parallèle me semble plutôt amusant. Le style de compte-rendu d'observation scientifique utilisé par HPL dans ses dernières nouvelles répond au principe suivant. Plus les événements et les entités décrites seront monstrueuses et inconcevables, plus la description sera précise et clinique. Il faut un scalpel pour décortiquer l'innommable. Cette citation de Michel Houellebecq appuie d'abord et sans conteste ce que nous établissions vis-à-vis de son style d'écriture. Mais elle souligne aussi et surtout l'intérêt pour l'auteur de dépeindre avec précision les tests et diagnostics réalisés par les scientifiques de ces histoires.
Les professeurs y essayèrent leur marteau de géologue et constatèrent qu'il était bizarrement... Ils découpèrent plutôt qu'ils ébréchèrent un échantillon qu'ils souhaitaient étudier dans leur laboratoire, transféré dans un bécher absolument inerte et ne provoquant aucun écoulement de gaz quand chauffé sur l'enclume. Il se révélait fortement malléable et dans le noir, sa luminosité était très chauffé devant un spectroscope. Il révéla des bandes brillantes. Ils le testèrent dans un creuset avec tous les réactifs appropriés. L'enchaînement écrit de ces multiples textes effectués par les scientifiques dans la nouvelle cherche ici à rendre matériel, concret, tangible, cette chose venue d'ailleurs. Et nous revenons sur cette phrase, l'épouvante de Lovecraft est rigoureusement matérielle. L'horreur Lovecraftienne naît de l'incapacité de l'homme à expliquer l'univers. Dans La couleur tombée du ciel, c'est l'impuissance de la science des professeurs face à la météorite qui permet aux atrocités d'avoir lieu. Concernant la science en elle-même, Lovecraft avait une position paradoxale sur le sujet. Passionné par les sciences, comme nous l'affirmions juste avant, ainsi que par ce qu'elles permettent de découvrir, notamment sur la petitesse de l'homme face au cosmos, il répudie pourtant le progrès de la société, le considérant davantage comme le déclin d'une civilisation. Laissons en suspens ce dernier point. Nous y reviendrons bientôt, car il fait indéniablement partie des nombreux thèmes et messages portés par la nouvelle. Toutefois, avant de le creuser davantage, il serait intéressant d'aborder les sujets les plus en surface. Le plus visible d'entre eux, et si vous avez lu la nouvelle, celui-ci ne vous aura certainement pas échappé, concerne les radiations. Sujet tabou de tout temps, ces émissions néfastes pour l'homme s'invitent dans certains scandales au début du XXe siècle. L'on peut citer les Radium Girls, que certains considèrent comme un miroir de la nouvelle de Lovecraft. Les Radium Girls sont des ouvrières ayant travaillé dans les années 1920 pour des usines dans lesquelles elles peignaient des cadrans de montres radioluminescentes. Exposées aux radiations, elles contractent de nombreuses maladies, dont des déformations. Cette radioluminescence pourrait en effet renvoyer à la phosphorescence qui s'empare de la ferme des Gardner au cours de la nouvelle. Une luminosité faible mais bien distincte semblait présente dans toute la végétation, l'herbe, les feuilles et les fleurs, tandis qu'à certains instants, un éclat détaché de cette phosphorescence sembla briller furtivement dans la cour près de la grange. À cela s'additionnent toutes les conséquences désastreuses sur la faune et la flore que nous avons en tête lorsque nous pensons aux radiations. Les fruits grossirent jusqu'à atteindre une taille phénoménale et un éclat imprévu, dans une telle abondance qu'il dut construire de nouvelles clés pour accueillir la prochaine récolte. Mais quand ils furent à point, vint un triste désappointement. De tout ce déploiement succulent, pas un brin qui puisse être mangé. Au lieu de la fine saveur des pommes et des poires, surgissait une amertume furtive et maladive, et même la plus petite bouchée laissait un goût nauséeux. Les poulets devenaient grises et mouraient très vite, et on leur trouvait une chair sèche et immonde quand on la coupait. Les cochons prirent extraordinairement de la graisse, puis soudainement furent affectés de changements détestables. Les porcs commencèrent aussi à devenir gris et cassants, et à tomber en morceaux avant même de mourir, et leurs yeux et leurs museaux développèrent des aberrations singulières. En voilà seulement quelques exemples, mais l'auteur de la nouvelle s'attache à nous livrer des dizaines de descriptions tout aussi sordides que ses précédentes. Plus la nouvelle défile sous nos yeux, plus la source des maladies s'éclaircit dans notre esprit, l'eau. Irradiée par la couleur venue du ciel, elle contamine à son tour tout ce qui vit à proximité. Mais ce fut Amy qui réalisa le premier que l'eau du puits n'était plus potable. Elle avait un goût infect. Nahum ignora l'avertissement. Lui et les garçons continuaient à utiliser l'eau polluée, la buvant par réflexe et avec autant d'apathie qu'ils mangeaient leur maigre repas mal cuit qui faisait la routine ingrate et monotone de leurs jours sans but. Il y avait quelque chose d'une impassible résignation pour eux tous, comme s'ils marchaient dans un autre monde, entre les rangs de gardes sans nom, vers une perte certaine et familière.
Le début de la citation porte sur les conséquences de la couleur venue d'ailleurs sur l'eau, tandis que la fin nous narre l'apathie et la monotonie qui gagnent les membres de la famille Gardner. Si la couleur de la végétation et des animaux vire au gris, il en est de même pour la santé mentale des fermiers. Triste, morne, terne, taciturne, sans but, la famille erre dans sa ferme bien impuissante face aux forces qui entrent en jeu dans ce récit. Bien entendu, la vie n'a pas de sens, mais la mort non plus. Et c'est une des choses qui glace le sang lorsqu'on découvre l'univers de Lovecraft. La mort de ses héros n'a aucun sens. Elle n'apporte aucun apaisement. Elle ne permet aucunement de conclure l'histoire. Implacablement, HPL détruit ses personnages sans suggérer rien de plus que le démembrement d'une marionnette. Indifférente à ces misérables péripéties, la peur cosmique continue de grandir. Elle s'étend et s'articule. Au-delà de la peur cosmique, l'on pourrait parler de destin. La famille Gardner est destinée à mourir. Ses membres le savent. Ils sont condamnés à vagabonder jusqu'à ce que mort s'ensuive. Pourtant, c'est l'eau qui les contamine, et il suffirait qu'ils quittent le lieu pour remonter ce puits de souffrance et regagner le monde des hommes. Mais les Gardner en sont incapables. La fuite pour eux n'est qu'une chimère inaccessible. Tout au mieux, ils se voilent les yeux et dissimulent ce qui les gêne. La folie s'empara de Thaddeus en septembre. Nahum laissa faire le garçon une semaine environ, jusqu'à ce qu'il commence à trébucher et à se blesser lui-même, puis l'enferma dans une pièce du grenier, en face de celle de sa mère. Le grenier, cette pièce où l'on range le passé, où l'on stocke les choses devenues inutiles, jusqu'à ce que la poussière et les toiles d'araignée les inhument à notre place. Dans cette même optique, Nahum se débarrasse de ses chevaux. Quelque chose s'était cassé dans leur cervelle, et il dut les abattre tour à tour pour leur propre bien. Et son fils Zénas coupe les trémières dans la cour du devant, car elles semblaient si blasphématoires. D'ailleurs, les Gardner ne sont pas les seuls prisonniers de cette force mystique. Amy, lors de l'ultime fuite de la maison aux côtés des policiers, se voit tenté par sa curiosité ou quelque autre sentiment humain. Il se retourne et observe une dernière fois la couleur. Et ce qu'il découvre le terrifie. Le personnage s'inflige lui-même un nouveau fardeau, une épreuve supplémentaire. L'humain est destiné à souffrir. Un millier de faibles points de rayonnement profane, agitant chaque branche comme le feu de Saint-Elme ou les flammes qui tombèrent sur la tête des apôtres à la Pentecôte. C'était une constellation monstrueuse de lumière surnaturelle, comme un essaim gonflé de lucioles nourries de cadavres, dansant une sarabande d'enfer sur un marécage maudit. Voilà l'une des descriptions de l'ultime scène de la nouvelle, alors que la couleur s'apprête à rejoindre le cosmos. Évoquant des phénomènes mystiques, comme le feu de Saint-Elme, et religieux, comme la Pentecôte, Lovecraft construit une analogie en montrant que le phénomène des lucioles provient assurément d'une source irréelle, quasi divine, qu'il va confronter ensuite avec des mots comme monstrueuse, cadavre, enfer ou encore maudit. Certes, voilà un tableau issu des cieux, nous déclare Lovecraft, mais des cieux où règnent des dieux sombres et mauvais, des entités inconnues qui menacent l'homme et la civilisation. Nous retombons ainsi sur l'élément que nous évoquions plus tôt de manière fugace. Lovecraft se dresse contre le progrès et la société moderne, qualifiant ce modernisme de déclin. C'est ma conviction, notre ère mécanique et industrielle est une ère tout à fait décadente. Les premières pages de la nouvelle esquissent l'épure de cette conviction. Comme je traversais sans traîner, je croisais les briques et pierres écroulées d'une vieille cheminée et d'un cellier sur ma droite, et la gueule noire et bâillante d'un puits abandonné. De la demeure humaine des Gardner, seuls des reliquats pitoyables subsistent, gisant au sol comme des tombes dédiées à l'humanité. La civilisation est fragile, et si cette maison en est le reflet, elle est destinée à sombrer. Cette idée qu'un peuple civilisé affronte des entités étrangères et primitives se répand librement dans la plupart des écrits du maître.
Attachée par des carcans venus d'ailleurs, l'humanité périclite et régresse. En considérant l'histoire sous cet angle de vue, ce météore venu de l'espace pourrait être une sorte d'expérience réalisée par des présences extraterrestres. À l'instar des scientifiques de l'université, qui emportent une partie de l'objet pour l'analyser, la couleur tombée du ciel serait une entité capable de drainer la vie alentour, celle de la faune, celle de la flore et celle des humains, afin d'en renvoyer un échantillon dans l'espace, à son lieu d'origine, afin qu'il soit analysé. Oserions-nous constater ici un sarcasme subtil de la part de notre écrivain ? Et pourquoi pas ? Une ère décadente, disait-il. Une ère imprégnée par le progrès, qui annihile ce qui est naturel au profit de l'économie. Une économie si présente et pesante dans la société moderne du XXe siècle qu'elle empêche financièrement certaines personnes de quitter leur lieu d'habitation, et ce, malgré les malheurs de la vie ou l'altération de l'environnement. Il suffit d'un jeu d'esprit pour envisager le parallèle avec la famille Gardner ou avec la vie de H.P. Lovecraft lui-même. L'entité cosmique, toujours dans son objectif de détruire la civilisation, déshumanise les personnes vivant dans la ferme. Nous avons déjà abordé le fait que la morosité et l'apathie s'accaparaient les personnages. Mais tout ceci va plus loin. Chacun des membres de la famille sombre inexorablement dans la démence. Par exemple, voici ce qu'il advient de la mère de famille. Elle était vidée de quelque chose s'accrochait à elle, qui n'aurait pas dû l'être. Nahum ne put se résoudre à l'envoyer à l'asile local. Même quand son visage changea, il ne fit rien. Mais quand les garçons commencèrent à en avoir peur et que Thaddeus faillit s'évanouir une fois qu'elle lui faisait face, il décida de la garder enfermée dans le grenier. Nahum fit la découverte insensée qu'elle était légèrement lumineuse dans le noir, de la même façon que l'était la végétation qui l'entourait. Nahum, quant à lui, est nommé à la fin du récit par les mots « ça » et « ce », réduisant le personnage à l'état de choses inhumaines. Son long et douloureux monologue final, un collage d'idées séparées par d'innombrables points de suspension, accentue cette perte d'humanité. Et si les Gardner sont progressivement déshumanisés, le météore se voit à contrario traité comme un être sinon humain, du moins intelligent. Le nommer le curieux visiteur des espaces stellaires inconnus, ou l'effrayant messager des royaumes informes, lui accorder le fait qu'il ait un étrange comportement, ou lui donner la capacité de refuser, sont autant de façons de personnifier le météore ou ce qui se loge à l'intérieur. Cette humanisation fait de la couleur tombée du ciel une menace intelligente et étrangère, venue d'ailleurs pour détruire la civilisation et corrompre le peuple. Si les thèmes propres aux écrits de Lovecraft vous sont familiers, un mot a dû teinter dans votre esprit à l'évocation de cette réflexion. La xénophobie, la peur de l'étranger. On a souvent sous-estimé l'importance de la haine raciale dans la création de Lovecraft. Seul Francis Lacassin a eu le courage d'envisager la question avec honnêteté dans sa préface aux lettres. Il y écrit notamment « Les mythes de Cthulhu tirent leur puissance froide de la délectation sadique avec laquelle Lovecraft livre aux persécutions des êtres venus des étoiles, des humains punis pour leur ressemblance avec la racaille new-yorkaise qui l'avait humilié. » Dans la couleur tombée du ciel, je ne pense pas qu'il y ait à voir avec cette racaille new-yorkaise, mais le principe reste strictement le même. La menace vient d'ailleurs et détruit ce qui est bon ici. La peur de Lovecraft vis-à-vis de ce qui ne lui ressemble pas transparaît derrière les lignes noires de cette nouvelle. Au travers de mon analyse, et tandis que je décortiquais l'œuvre de l'écrivain de Providence, un élément m'est progressivement apparu sous les yeux. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un thème central à l'histoire, mais je trouve tout de même intéressant de partager ces quelques notes avec vous. Voici une liste d'extraits issus de la nouvelle qui comportent tous un point commun que vous ne devriez pas avoir trop de mal à identifier. Le premier extrait provient d'un paragraphe au cours duquel le narrateur explique que les gens n'aiment pas vivre en ce lieu. Ce n'est pas à cause de quelque chose qui puisse être vu ou entendu ou compris, plutôt à cause de ce qu'on imagine. Ce n'est pas un lieu favorable à l'imagination ou qui apporterait la nuit des rêves bienfaisants.
En entendant sa mère et son frère devenus fous et enfermés dans le grenier, Merwin, l'un des enfants de la famille, s'imagine qu'il parle un langage terrible qui n'appartient pas à la Terre. Merwin devenait effroyablement imaginatif et son inquiétude s'aggrava après l'enfermement de son frère. C'était une grande chance pour Amy qu'il ne soit pas trop imaginatif. Le narrateur explique à ce moment qu'au vu du spectacle qui se déroule sous ses yeux, Amy serait devenu fou allié dans le cas contraire. Vers le milieu du récit, le père Gardner décrit à Madame Pierce ce qu'il a découvert là où il aurait dû trouver son fils. Nahum était au-delà de l'imagination. En parlant de ceux qui se plaignent du lieu, à la fin de l'histoire, le narrateur précise ceci. Leurs rêves, la nuit, sont vraiment horribles dans ces contrées grotesques, et il suffit sûrement d'apercevoir ce sombre domaine pour en tirer des imaginations maladives. Finalement, l'ultime phrase de la nouvelle se conclut ainsi. La monstruosité grise, difforme, cassante, continue de plus en plus à troubler mon sommeil. Le lien entre toutes ces phrases est évidemment l'imagination. Dans cette histoire, elle semble en lien étroit avec des forces obscures et malsaines. Le rêve apparaît ici comme un terrain de jeu macabre pour l'imagination, une porte donnant sur les contrées sans nom de l'horreur. Ne pas être imaginatif, à l'instar d'Amy Pierce, s'impose donc comme une sauvegarde pour la santé mentale. Pourtant, n'est-ce pas ce qu'exige Lovecraft de nous lorsqu'il nous dépeint des malheurs indescriptibles? Que nous fassions preuve d'imagination? Et si c'était la véritable conclusion de cette histoire, qu'en ayant laissé libre cours à notre imagination, nous ayons laissé la chose venue de l'espace s'insinuer insidieusement dans notre esprit? J'aime profondément cette idée, que l'entité se soit échappée des lignes couvrant les pages de la nouvelle pour nous arracher d'ultimes frissons de terreur. Sur cette ultime note d'angoisse s'achève l'exploration de la couleur tombée du ciel de H.P. Lovecraft. Comme la plupart des œuvres de l'écrivain de Providence, la couleur tombée du ciel couvre de nombreux thèmes, et ce, avec un pessimisme omniprésent propre à l'auteur. Cette œuvre brille par la force implacable de son horreur, l'originalité de sa menace et sa maîtrise remarquable sur un format plutôt long pour une nouvelle. J'espère que vous aurez autant apprécié que moi explorer cette histoire aux recoins ténébreux et hostiles. Si le voyage d'aujourd'hui vous a plu, alors nous aurons bien d'autres occasions de réitérer cette aventure glaçante. Y a-t-il une autre œuvre de Lovecraft que vous aimeriez voir sur cette chaîne? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. En attendant, je vous renvoie vers ma vidéo consacrée aux montagnes hallucinées, du même auteur. Et si vous vous demandez encore quelle scène est parvenue à m'arracher un frisson de peur en plein jour, je vous laisse vous replonger dans cette lecture vous-même et tenter de le découvrir par vos propres moyens. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines analyses et suivez-moi sur Twitter pour recevoir plus régulièrement des nouvelles de la chaîne. Merci de m'avoir suivi, c'était Métaphore-moi ça.